Mais si vous voulez, on était des sédentaires. On a appris à partir en voyage. Et puis au fond, maintenant, on est d'abord des êtres mobiles, discontinus. Dans l'espace, on voyage, on déménage, on divorce, on change de métier. Et au fond, si vous voulez, moi je dirais, un monde sédentaire est devenu un monde mobile. Et on a de nouveau de façon d'habiter le temps et l'espace. On est d'ailleurs inquiet. On ne sait plus bien ce que c'est qu'une frontière, on ne sait plus bien ce que c'est qu'un collègue de travail, est-ce qu'on sait encore bien ce que c'est qu'un couple, c'est compliqué, à certaines époques. Donc c'est pour ça que je donne toujours des chiffres, je dis bon, 50% des enfants naissent en mariage. Comment on parle de mariage pour tous, mais mariage pour tous, bon, si la majorité des enfants ne sont pas nés dans le mariage, comment tout ça fonctionne? Et si vous voulez, nos systèmes d'appartenance, c'est la même chose. Le travail, moi je dis c'est 10% du temps en Europe. Alors c'est bien plus important en termes symboliques, etc. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passionnés par le ski, il y en a qui sont passionnés par la religion, il y en a qui sont passionnés par le ski et la religion, puis d'autres le ski et la religion, leur religion, etc. Il y a des gens qui sont très sensibles aux questions des genres, il y a des gens qui sont très sensibles aux questions des minorités, culturelles, sexuelles, etc. Et donc la société est comme un ensemble de petites niches les unes à côté des autres. Et au fond, la question, c'est comment on crée de la mobilité entre tout ça, comment on crée du lien, soit par la société collaborative, soit parce qu'on sait se déplacer, échanger. Et c'est pour ça que je prends souvent l'exemple des enterrements, en disant qu'aujourd'hui, un enterrement réussi, c'est celui où on raconte les bouts de la vie de chacun pour que ça reconstitue une image. Pour nos parents, nos grands-parents, ce n'était pas la peine, parce qu'au fond, la vie là, on la connaissait. Ce qui a changé fondamentalement, si vous voulez, c'est la place du travail. D'un côté, parce qu'on travaille tous, les hommes et les femmes. De l'autre côté, parce que les rentiers, en gros, ont disparu. C'était une classe sociale très importante au XIXe siècle. Ça a quasiment disparu. On travaille tous, mais on travaille peu. Le travail est court. Et pas à cause du chômage. Le chômage, c'est 1% du temps collectif. Chômer, ça compte, c'est 1%, c'est 25 millions d'Européens. Mais surtout, si vous voulez, ce qui compte, c'est que ceux qui travaillent en moyenne 10 à 12%, même souvent moins en réalité, de leur vie. Parce que la vie s'est allongée, parce qu'on a fait la retraite, parce qu'on travaille entre 35 et 45 heures par semaine, parce qu'on a les vacances, les congés payés, etc. Et donc, du coup, les liens qui nous lient au travail, les liens aux collègues de travail, l'identité par rapport à l'entreprise, par rapport au métier, même l'importance du métier. Alors, il y a des pays d'Europe qui se définissent plutôt par le métier, les Américains se définissent plutôt par le revenu. Mais en Europe, on a plutôt tendance à se définir par son métier. Au fond, ça devient une appartenance parmi d'autres. Et on a d'autres appartenances aussi fortes, ce que je disais tout à l'heure. Mais le problème, c'est que le temps libre, il y a des grands discours en Europe en ce moment, il faut travailler plus, etc. Ce qui est quand même assez curieux dans un univers où il y a 25 millions de chômeurs et où il y a énormément de femmes encore qui ne sont pas accédées au marché du travail, culturellement, qui n'ont pas eu envie d'y accéder ou pas pu. Il y en a en moyenne 20%, pas 25%, ça dépend des pays. Donc il y a des masses de population qui pourraient travailler. Mais la question, ce n'est pas tellement de travailler plus, c'est de comprendre que la productivité du travailleur est de plus en plus générée par ce qu'il fait hors travail. Et aussi pour une raison simple, c'est que le monde évolue tellement vite que ce qu'on apprend à l'école, où est-ce qu'on a appris à se servir d'Internet? C'est pas à l'école. Où est-ce qu'on a appris à se servir du téléphone portable? C'est pas à l'école. Dans un monde où la culture chinoise a envahi les autres cultures, où est-ce qu'on apprend la culture chinoise? C'est pas pendant au bureau, c'est en dehors du bureau. Donc c'est bien dans le hors-travail qu'on apprend au fond l'essentiel des innovations. Et si vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que vaudrait un salarié qui, depuis 10 ans, ne serait pas parti en vacances et n'aurait pas regardé la télé? À mon avis, il serait inemployable dans la plupart des métiers. Même pour balayer, on ne balaye plus pareil, les produits ménages ont changé, on pourrait penser que c'est le plus simple des métiers, d'ailleurs on le fait faire à des immigrés qui viennent d'arriver. Oui, mais il faut savoir lire, il faut connaître les évolutions de la préoccupation écologique, qui fait qu'effectivement, il y a des tas de produits qu'on n'utilise plus, etc. Donc, si vous voulez, le changement du monde est tellement rapide qu'au fond, c'est le hors-travail qui permet de l'apprivoiser, ce changement du monde, et de le rediffuser à l'intérieur du monde du travail. C'est ce lien qui est intéressant. C'est pour ça que le grand enjeu, c'est la richesse des temps de non-travail. Il y a des populations qui ont des temps de non-travail extrêmement riches, qui voyagent, qui vont dans des colloques, qui visitent des musées, qui lisent des livres. Et puis il y a des gens qui ont du non-travail extrêmement simple, extrêmement faible. On a beaucoup abandonné le fait de faire des politiques pour le temps libre des milieux populaires. Or, si vous ne densifiez pas ce temps libre, si les gosses d'immigrés ne voyagent pas, les gosses d'immigrés ont un taux de départ en vacances quasi nul. Donc, qu'est-ce que c'est leur apprentissage des pays d'Europe? Qu'est-ce que c'est leur apprentissage de nos grands thèmes fondateurs? Vous voyez, en France, moi, je me bats avec le président de la République pour qu'il fasse partir tous les jeunes de 16 ans pendant une semaine. Puis le grand voyage initiatique, parce que je pense qu'on ne peut pas être français si on n'a pas découvert au moins Paris et la mer. Bon, vous voyez, prenons 2 lieux. Et puis, s'il n'est pas fait, le voyage initiatique. Être français, c'est aimer la France. Être belge, quelque part, c'est aimer la Belgique. Si on veut en plus être européen, on peut aimer l'Europe. Mais si on n'est jamais sorti de son quartier, et si on n'a que les messages transmis par la famille de l'origine, c'est très respectable, évidemment, comment est-ce qu'on s'intègre dans nos sociétés? Alors,
C'est Jean Forastier, donc cet économiste des années 50, du milieu du siècle précédent, qui a travaillé là-dessus. Il a dit on entre dans la civilisation des vies complètes. C'est-à-dire une civilisation où la plupart des êtres, des hommes et des femmes, pourront avoir une espérance raisonnable d'avoir tous les âges. Avant, ce n'était pas comme ça. Par exemple, l'essentiel des femmes mouraient en couche jusqu'à la guerre de 14. Donc jusqu'à la guerre de 14 en Europe, il y a plus de vieux monsieur que de vieilles dames, puisque les femmes sont massivement mortes en couche. Et c'est pour ça qu'il y a autant de vieilles filles ou de bonnes sœurs, parce que le choix du célibat était aussi un choix de vie longue. Même le choix du militaire était un choix de vie courte. Donc l'espérance de vie longue n'était pas l'objectif. Pour certains, mais pas pour tous. Et nous, on en a fait un modèle où effectivement on veut avoir tous les âges. Et regardez comment les jeunes se préoccupent de la retraite. Des fois, c'est même un peu énervant. On voit des jeunes de 18 ans, 20 ans qui vous parlent de la retraite, on attend sans dire, mais attends, t'as le temps d'y penser. Mais non, mais c'est bien ça, parce qu'ils ont déjà l'idée qu'ils vont être retraités. Et qu'il va falloir équilibrer tout ça. Donc, si vous voulez, c'est une des grandes batailles de nos sociétés. Et le problème, c'est que la vie s'est extraordinairement allongée sans que ça soit un projet. On s'est battu pour l'école, les démocratisations de l'école, on s'est battu pour la santé gratuite, on s'est battu pour la paix. Donc la vie est allongée par conséquence, au fond. Maintenant, on va en faire un projet politique. Et donc, on va accepter de récupérer des pièces sur des corps d'autres pays. Il y a des traitements qui vont être tellement chers qu'on ne pourra pas les avoir tous. Il va y avoir une nouvelle bataille pour ceux qui vivront longtemps. Et ça va favoriser les élites sociales les plus riches. Donc, ça entre des nouveaux conflits entre vie longue et vie très longue qui va évidemment traverser nos sociétés. Si vous voulez, dans les sociétés où les mutations techniques sont très lentes, regardez les sociétés du Moyen-Âge, pour faire un modèle de charrue, en une génération, il faisait peut-être 100 km. Donc, si vous voulez, les progrès techniques se développaient très très lentement, etc., parce qu'on ne voyageait pas. Et donc, il n'y avait pas le déplacement des progrès techniques. Nous, les innovations techniques sont quasiment instantanées. Avec Internet, etc. Pour ça, on a une innovation technique qui prend en Chine ou qui prend aux États-Unis ou en Europe. Elle est bloquée par des logiques de brevets, etc. Mais de moins en moins, de toute façon. On va vers une accélération énorme de l'ensemble de ces changements. Donc comment on pense tout ça? C'est ça les questions sur lesquelles il faut qu'on vienne et comment effectivement cette vitesse des mutations va revenir. Si vous voulez, c'est que tant que les mutations sont longues, en gros, le capital de départ qu'on va vous donner va vous servir toute votre vie. Le paysan, il pouvait la plupart du temps, mais c'est plus vrai pour le paysan non plus, etc. Mais en gros, ce que vous avez appris de votre famille ou de l'école permettait d'être forgeron toute sa vie, fonctionnaire toute sa vie, etc. Même enseignant. Mais c'est plus vrai. Parce que le nombre de choses qu'on apprend au fil de sa vie devient de plus en plus important par rapport à ce qu'on a appris au départ. Le gros problème au départ, c'est d'apprendre à apprendre, c'est pas de savoir, ce qui est un problème complètement différent. C'est-à-dire comment on apprend aux enfants à apprendre, alors qu'avant, on voulait leur amener un stock de savoir. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir quand on a arrêté Charles Marcel à Poitiers. Ils pourront toujours l'apprendre quand ils voudront sur Internet. Donc vous voyez, c'est comment la structure mentale se saisit de ça. Et donc l'idée, c'est comment, dans un monde comme ça, quelle formation donner à la jeunesse? Il faut se dire que la formation qu'on lui donne ne va pas lui permettre de faire toute sa vie. Donc, si on l'ouvre son spectre de curiosité, il a plus de chances de pouvoir ramener dans ses filets, si vous voulez, des choses. C'est très net avec les ingénieurs. Les ingénieurs qui vont vers les formations techniques, mais dans 20 ans, on n'en aura plus besoin parce que ça sera complètement remplacé par des robots. Ils ne serviront plus à rien. S'ils ne savent faire que ça, une fois qu'ils auront fabriqué des robots, on ne les emploiera plus. Donc, comment est-ce qu'effectivement ces processus-là vont évoluer et comment, du coup, on ouvre les spectres pour que les gens ils savent se servir de leurs mains et de leur cerveau et après, ils feront le lien en fonction de la cas particulier qui sera leur destin. Et souvent, on est dans une société du bonheur privé et du malheur public. C'est-à-dire que jamais on a aussi bien vécu en Europe que maintenant. Jamais on a vécu aussi longtemps. Jamais les femmes n'ont eu le nombre d'enfants qu'elles voulaient. Même si on est très attaqué par le cancer ou le sida, mais je veux dire, c'est rien par rapport à ce qui se passe en Syrie, en Irak, etc., qu'on a connu ici il n'y a pas tellement longtemps, y compris la peste, y compris les chambres à gaz, etc. Donc au fond, on vit dans un monde de bonheur privé parce que nous sommes protégés, parce que nous vivons longtemps, parce que on est quand même, on a plusieurs chances dans cette société. On peut rater une vie de couple, de travail, on peut recommencer. Donc on a cette chance énorme. Donc on peut dire les gens déclarent être heureux en Europe. Il faut quand même écouter ce que disent les gens. Ils disent ils sont heureux très massivement. Plus ils sont riches, ils sont un peu plus heureux. Mais croire que les pauvres sont malheureux tout le temps, mais c'est pas vrai. La pauvreté n'empêche pas l'amour, la pauvreté n'empêche pas qu'il y a des gens qui se nourrissent sur leur jardin, etc. Il y a des tas de modèles qui permettent que les choses ne soient pas aussi simples. Donc cette idée, si vous voulez, qu'on n'a jamais été aussi heureux, donc au fond on sait gérer 25 millions de chômeurs, par exemple. On sait gérer ça, on sait le gérer au sens où la société est suffisamment solidaire pour que ces gens, finalement, ne fassent pas la révolution, ne mettent pas le feu, j'ai dit, même en Grèce, quoi. Donc, qui est certainement la société la plus blessée actuellement par la crise. Et donc, il faut comprendre. Mais par contre, on ne sait pas où va le monde,
on ne sait pas à quoi servent nos nations, on a l'impression que l'Europe est un espèce de machin à moitié faible. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait qu'il y a un grand désarroi public qui est très dangereux, parce qu'effectivement, les gens qui arrivent en disant hier c'était mieux, ils ont de plus en plus entendu. Parce qu'on ne sait pas si hier c'était mieux, mais hier on savait ce que c'était. Alors que demain, on ne sait pas ce que ça sera. Et si vous voulez, il n'y a aucune grande force politique capable de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans. Alors qu'il y a des gens qui peuvent vous dire comment c'était il y a 700 ans ou comment c'était il y a 50 ans. Et donc ceux-là sont en train de monter, que ce soit dans les pays pauvres du Sud ou chez nous. Ce n'est pas les mêmes. Chez nous, c'est plutôt des forces d'extrême droite. Et dans les pays du Sud, c'est des réactions religieuses extrêmement violentes. Mais quand même, c'est des gens qui disent hier, c'était mieux. La société n'est qu'un récit. Il n'y a pas de réalité. On ne se nourrit pas pour on ne mange pas pour se nourrir. On ne fait pas l'amour pour se reproduire. Donc c'est bien parce que l'homme est culture qu'au fond, il invente une façon de faire les choses les plus naturelles du monde pour en faire autre chose. Et donc c'est bien la construction imaginaire de la réalité qui permet de la saisir. Et dans cette construction imaginaire de la réalité, il y a un récit, qui est le récit historique, le récit religieux, qui est le récit politique, etc. Nous, on a vécu dans des récits religieux. Il y a des gens qui vivent encore uniquement là-dedans, mais peu. Ensuite, on a vécu dans des récits politiques. Il y a encore des gens qui vivent uniquement là-dedans, mais peu. Et c'est quoi le récit du monde de demain? C'est-à-dire comment on construit le récit, non pas le récit de la peur, le récit de tout va finir, le monde va exploser, il va être trop chaud, il y aura des immigrés partout, etc. Regardez le terrorisme, c'est épouvantable. Il y a eu 36 000 morts sur cette planète l'année dernière. Mais au Rwanda, il y a eu 800 000 morts. La guerre en Irak, c'est 1 million de morts. La Shoah, c'est 6 ou 7 millions de morts. Donc, je veux dire, il faut bien se rendre compte que même les phénomènes les plus horribles sont en fait petits à l'échelle de l'histoire, pas à l'échelle de l'individu violé ou massacré, évidemment. Donc, il faut qu'on comprenne ça. Et que, donc, à la fois, on ait un récit, qu'on construise l'imaginaire du monde de demain. Il faut inventer l'humanité réunifiée comme projet. Si vous voulez, l'humanité a vécu sa dispersion. Alors on dit qu'on est parti d'Afrique, on est allé partout, on est devenu toutes les couleurs et toutes les religions. Et puis après, on a redécouvert l'Amérique, tout ça, on s'est entretués, parce qu'on croyait qu'il n'y avait personne. Et puis s'il y avait des gens, c'était des gens comme nous, mais on a dit non, non, ils ne sont pas comme nous. D'ailleurs, les curés disaient non, non, ils ne peuvent pas être baptisés, ils ne sont pas comme nous, vous voyez bien, ils ne sont pas comme nous. Bon, on a appris que les Noirs, on a dit eux, ils sont comme nous, ils peuvent aller à la messe, mais ils ne peuvent quand même pas être payés. Donc là, c'était quand même notre système. Mais ils n'étaient pas tout à fait comme nous. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que l'égalité symbolique des cultures est acquise. On est d'accord sur l'idée que toutes les cultures sont égales. Le débat, c'est qu'elles sont égales chez elles, mais pas forcément quand elles se déplacent. Mais personne ne dit, enfin, sauf quelques crétins attardés, mais alors que c'est une idée de masse, que le noir est plus proche du singe que l'européen, etc. Cette idée qui était banale il y a 50 ans ou 100 ans, il y a quelques archaïques qui le disent, mais honnêtement, c'est plus une idée qu'on dit. D'ailleurs, les grandes cultures africaines, les grands écrivains, Mpateba, les musiciens, etc. Donc on vit aussi bien ça, le jazz, enfin bon, donc c'est évidemment des pensées qu'on ne peut plus avoir parce qu'on partage les mêmes cultures et les mêmes objets culturels. Donc, du coup, mais tout ça montre que l'évolution est positive, mais ce monde de l'égalité des cultures, il nous fait peur. Et donc, pour l'instant, on n'en a pas le récit, parce qu'au fond, on n'en a pas les représentations. Et je veux une chose qui est très compliquée, c'est que le monde ne sera jamais démocratique. Et nous vivons dans l'idée que nous vivons dans des démocraties et que c'est le stade supérieur de l'organisation humaine. Mais il n'y aura jamais de démocratie planétaire. Parce que s'il y avait une démocratie planétaire, d'abord, il y aurait un seul chef qui serait extrêmement puissant, et ensuite, il serait asiatique. Donc pourquoi est-ce que vous voulez que les Européens demandent à un Chinois ou à un Indien de présider la planète? Donc le monde va être une articulation de grands ensembles culturels qui vont voisiner avec des passages et des ponts. Et chacun ayant ses modes d'organisation. Je l'espère démocratique, mais les partis peuvent être démocratiques, et pas le tout. Donc cette idée si belle de la démocratie, quelque part, elle perd un peu de sa valeur de ne pas être le projet commun. Personne n'a jamais revendiqué d'élection planétaire. C'est une idée qu'on n'a jamais entendue, et on n'entendra sans doute jamais. Donc, du coup, ça veut dire que même des structures aussi fortes que la démocratie, qui est plus importante que la différence entre monarchie et république en réalité, eh ben, ce n'est plus l'idée supérieure de l'organisation des hommes. Vous voyez, ça retouche à l'intérieur. À la limite, ça joue dans le fait que les gens s'abstiennent, que l'idée démocratique qui nous semblait si belle, quelque part, elle est moins évidente. Donc, vous voyez comment tout ça, il faut le reconstruire autrement, il faut le raconter pour ne pas en avoir peur, il faut en faire le récit. Il faut raconter qu'est-ce que ça va être un monde où des grandes cultures vont voisiner sans se mélanger et sans non plus être régi par la démocratie, mais être régi par le culturel. Et au fond, c'est ce que dit l'écrivain chinois Gong Xingqiang. Il dit en fait, il faut remettre la culture au-dessus du politique. Nous, on avait mis le politique au-dessus du religieux. Avant, il y avait le religieux et le politique. Nous, on a fait en 89 en Europe, enfin, c'était en France, mais ça n'a pas porté qu'en France, on a mis le politique au-dessus du religieux. Et au fond, la grande question, c'est de mettre le culturel au-dessus du politique. Et le religieux est sa place, mais ce qui compte au-dessus, c'est le culturel. Des racines et des aides, c'est un beau thème, parce que si vous voulez, d'abord, c'est un thème évidemment de la tradition juive,
Mais c'est parce qu'il faut à la fois bouger et avoir des origines. Il faut avoir les deux. Il faut être local et global. C'est un peu la même question. Si on n'est que local, on est dangereux, on est enfermé, on a peur des autres. Si on n'est que global, on est complètement dans les mondes déconnectés. Quelque part, on n'a plus de réalité. C'est une logique de classe dominante, complètement délocalisée. Ils vivent dans les aéroports internationaux, les machins et tout. C'est plus une société réelle, parce que le local, c'est aussi ce qui permet à des groupes différents de vivre ensemble. Que les riches avec les pauvres, que les juifs avec les arabes, que les hommes avec les femmes, tout ça, ça se passe dans le local, cette épaisseur du local. Bon, il faut lier les deux. C'est ça, des racines et des ailes, c'est une belle image. Et si vous voulez, en ce moment, c'est vrai qu'on a peur du futur. Et donc, on survalorise les racines. Et il ne faut pas survaloriser les racines, parce qu'on ne peut pas être que racine dans un monde qui change si vite. Et comme les technologies nous entraînent à une vitesse fulgurante, si on est trop près des racines, les sociétés se cassent en réalité. Et en plus, il y a des populations qui sont très pris dans les nouvelles technologies et d'autres qui ne le sont pas. Donc les écarts évoluent à une extrêmement grande vitesse. Donc c'est un enjeu majeur de maintenir le lien entre les deux, c'est-à-dire de les empêcher de s'écarter. C'est un enjeu de toutes les époques, mais plus en danger aujourd'hui parce que les mutations technologiques n'ont jamais été aussi rapides.